On va avoir le plaisir ce matin de recevoir l'un de nos chouchous. Il le sait en plus que c'est mon chouchou. Valentin Musso, bonjour. Bonjour Sandrine, Ça- ravi de vous retrouver. Ben moi aussi, comment ça va? Ben, ça va bien, ça va, et vous? Bon, comme vous, comme beaucoup de Français ce matin. C'est quand même dingue d'avoir la gueule de bois Ouais, sans avoir bu. Mais voilà. ouais, c'est ça que j'allais dire, un peu la gueule de bois, mais bon. Voilà. Alors, écoutez, le première des choses, on va dire à nos auditeurs pour se déconnecter complètement, c'est de plonger dans votre livre. Le bonheur quand on reçoit un Valentin Musso, c'est mon cas, c'est de me dire waouh, qu'est-ce qu'il nous a trouvé encore cette fois. Et là, Valentin, il y a rien à dire, vous vous êtes surpassé tellement que je ne sais même pas comment je vais pouvoir vous interviewer sans révéler beaucoup de choses. Alors, on va commencer parce que clairement, vous étiez fort au Cluedo ou pas, Valentin Musso? Pas du tout, moi j'aime pas les jeux de société, donc c'est pas trop mon truc, mais effectivement, ce livre ressemble beaucoup à une énigme à la Cluedo. Alors, on est à la fois dans du Cluedo, on est à la fois dans du Agatha Christie, on est dans... racontez-moi ce qui est clairement un univers absolument génial dans le mystère de la maison aux trois ormes, mais j'imagine que vous en avez beaucoup lu. Oui, ben, ce livre, c'est d'abord un hommage à toute cette littérature policière populaire de la fin du 19e et du début du 20e. Alors, vous avez parlé d'Agatha Christie. Moi, c'est ma mère qui était bibliothécaire qui me l'a fait découvrir. Et j'ai passé des étés entiers à lire les Hercule Poirot. Je me souviens très bien dans ces grosses éditions intégrales du Masque. Oui. Et donc, ça a été mon entrée dans le policier, c'est fait par Hercule Poirot. Et après, par Gaston Leroux. Il y avait aussi l'influence de Sherlock Holmes, d'Edgar Allan Poe. Et ce sont en fait tous ces auteurs qu'on retrouve dans ce roman. Alors, sauf que dans le Hercule Poirot, à un moment donné, on se dit bon sang, mais c'est bien sûr. Et là, dans ce livre, Valentin Musso, le bon sang, mais c'est bien sûr, ne tient pas longtemps parce que vous manipulez le lecteur du début à la fin, de la fin au début, avec un retournement de situation. Je ne vais pas dire quand, mais complètement dingue. Comment vous l'avez conçu, ce livre? J'ai eu beaucoup de mal à présenter le livre sans évidemment dévoiler Ah le bah fameux ça. twist au milieu. Moi, je l'ai conçu. J'avais d'abord envie d'écrire une enquête policière classique, mais je voyais bien que ça ne suffisait pas. Je me suis réveillé un matin avec une idée très forte. Alors généralement, les idées, on ne sait pas trop d'où ça vient. Quand elles sont bonnes, elles reviennent dans votre esprit. C'est même pas la peine de les noter. Parfois, vous les oubliez, et puis un mois après, elles reviennent. Et donc, je me suis lancé évidemment dans l'écriture de ce roman en ayant tous les rebondissements, tous les twists et en ayant la fin en tête, qui est un peu la ligne de mire, qui est un petit peu la boussole. Et c'est vrai que quand je commence un livre, j'ai envie de surprendre le lecteur et j'ai envie de lui offrir quelque chose qu'il n'a pas déjà lu. Ça, c'est la grande hantise des écrivains, c'est d'écrire deux fois le même livre. Donc là, je pense que le lecteur devrait être surpris. Oui, je confirme tout à fait. Comment résoudre un meurtre si personne ne l'a commis? C'est clair que ça n'aide pas beaucoup. Alors, on va faire le pitch du début. Valentin Musso, on est dans une maison, la maison aux trois ormes, et on est dans cette maison assez cossue, enfin une belle maison avec des personnages qui ne se connaissent pas vraiment. Pourquoi sont-ils tous là? Alors voilà, il y a quatre invités qui viennent dans cette maison aux trois ormes. Ils ont été invités par Yves de Montalabert, qui est un riche aristocrate, qui craint pour sa vie. Et c'est pour ça qu'il a appelé à la rescousse le commissaire forestier pour qu'il démasque en fait le corbeau. Le soir même, il est assassiné dans son bureau, alors que portes et fenêtres sont verrouillées de l'intérieur. Et on a affaire en fait à un mystère en chambre close, qui est presque un sous-genre en littérature. On parlait d'Agatha Christie, elle l'a fait plusieurs fois, notamment dans Le Noël d'Hercule Poirot. Mhm. On pense évidemment au mystère de la chambre jaune, peut-être le plus célèbre des mystères en chambre close. Et donc le commissaire va devoir se débrouiller. Qui a pu entrer dans cette pièce et comment l'assassin a pu s'en extraire. Et ça, c'est un genre, moi, qui m'a toujours beaucoup influencé. J'ai en tête aussi un roman qui était très connu à l'époque, qui s'appelait Trois cercueils se refermeront, et qui a la particularité, ce livre, d'exposer toutes les possibilités de mystère en chambre close. Donc, quand on est écrivain, c'est une sorte, voilà, de jeu intellectuel, et c'est pour ça que le livre est particulièrement ludique, parce que le lecteur est mis à contribution et va devoir lui aussi résoudre ce mystère. Alors, il va devoir essayer de le résoudre, mais effectivement, il y a plusieurs étapes, on va dire ça comme ça, dans le livre, Valentin Musso, et à un moment donné où on se dit, tiens,
mais on est à peu près la moitié du livre ou un peu avant, mais c'est pas possible que ça se passe maintenant. Qu'est-ce qu'il va nous raconter pendant 200 autres pages? Et boum, on repart pas sur un nouveau livre, mais sur un autre chemin, on va dire. Voilà, c'est pas un nouveau livre, mais il y a 3 livres en un, comme l'a dit un critique. Et puis je vois en ce moment dans les réseaux sociaux, voilà, les gens sont très surpris et m'envoient des stories à chaque fois pour dire ah oui, la claque, j'ai lâché quelques jurons en arrivant au milieu du livre. Ce que j'aime bien faire, en fait, c'est partir sur un genre très codifié, partir même sur des situations qui peuvent sembler un peu clichés pour ceux qui ont beaucoup l'habitude de lire des policiers, Mmh. et de faire complètement dérailler la machine et d'emmener le lecteur, alors sinon dans un autre genre, du moins dans une autre atmosphère, et du moins dans un sous-genre du policier, parce que c'est vrai qu'on a tendance à classer tous ces romans dans une même catégorie, mais entre le polar, le policier, le thriller, Ouais, c'est il y a pas quand même pareil. souvent des différences, c'est pas tout à fait pareil. Et moi, j'aime bien rester un peu toujours comme ça à la frontière des genres et surprendre en fait le lecteur, non seulement par les rebondissements, mais aussi par le fait qu'on bascule en fait dans un autre genre au cours du livre. Alors parlons de nos personnages et de l'arrivée de nos personnages. Effectivement, alors on a ce Louis Forestier, le livre démarre d'ailleurs par lui, légende de la police judiciaire qui vient de prendre sa retraite après 30 ans de bons et loyaux services. Et nous sommes en mai 1938. Donc c'est peu de dire aussi qu'il y a un contexte historique que vous évoquez parfois au début du livre, qui pèse aussi sur cette maison aux Trois Ormes. Il y a un contexte historique, on est vraiment à la veille de la Seconde Guerre mondiale avec certaines personnalités politiques qui croient encore à un espoir de paix. Et dans ce contexte-là, j'ai remis en scène en fait le commissaire Forestier parce que je l'avais déjà utilisé dans un roman il y a plus de 10 ans qui s'appelait Le Murmure de l'Ogre. Et Forestier, c'est un mobillard, c'est-à-dire il appartenait à ces brigades mobiles qui avaient été créées au tout début du XXe siècle par Clémenceau. Donc c'est un roman évidemment qui m'a demandé aussi pas mal de De recherche. recherche, ouais. Il y a toujours comme ça une phase où on se plonge dans la documentation de l'époque, où on lit beaucoup de journaux. Je lis pas tellement de livres historiques, mais vraiment je reprends tous les journaux de cette époque pour essayer de retrouver, de créer une atmosphère qui sonne vraie. Et il y a tout un travail aussi sur le langage, la manière de parler des personnages. Alors là, ce que je fais en général, c'est que je me replonge dans la littérature du début du XXe siècle pour essayer de retrouver cette langue un peu surannée, mais qui participe beaucoup en fait aux effets de réel de L'ambiance, l'intrigue, parce que ouais. quand on attaque comme ça un roman historique, on a envie de retrouver vraiment l'atmosphère de l'époque. Alors effectivement, au début, dans les premières conversations, il y a une conversation comme ça entre deux personnages qui ouvrent le journal et nous sommes le 29 septembre 1938. Messieurs Daladier, Chamberlain, Mussolini et Hitler se rencontrent à Munich cet après-midi à 15 heures et nos personnages discutent. Il y en a un qui dit à l'autre, à votre avis, comment cette histoire finira-t-elle, commissaire? Si je dois être franc, je dirais mal, forcément. Forcément, oui. Alors, il y a un des personnages, le général, qui soutient la cagoule, qui était un mouvement factieux qui avait tenté de renverser le gouvernement à l'époque. Alors, évidemment, maintenant que vous relisez ces passages, ça sonne un peu différemment vu Encore le oui, contexte, hein. encore oui. Mais ça arrive très très souvent. Ça arrive très très souvent d'écrire un livre en pensant être complètement déconnecté de l'actualité, parce que là, on est dans un livre très ludique, Oui. enfin un livre joueur. Et il y a malgré tout des thématiques de fond, parce que je me suis toujours intéressé à l'histoire, qui évidemment font écho à l'époque actuelle. Alors, nos quatre personnages qui vont arriver, Valentin Musso, dans ce livre, Le mystère de la maison aux Trois Ormes, ils ont chacun des caractères bien particuliers et des métiers bien particuliers aussi, hein. Oui, alors on a un jeune journaliste en vogue qui enquête en fait sur les personnalités pour vendre au plus offrant ses articles. On a la femme d'un riche industriel, on a un général qui est très proche du pouvoir, même si, comme je l'ai dit, il est plutôt proche des mouvements royalistes et d'extrême droite de l'entre-deux-guerres. Et on a un médecin qui s'appelle Gilles Vautrin, qui est un médecin Mhm. des beaux quartiers. Alors c'est vrai que le point commun de tous ces invités, c'est qu'ils appartiennent au beau monde, ils appartiennent au tout Paris. Et là aussi, on a un peu un clin d'œil au personnage d'Agatha Christie, qui souvent étaient fortunés, célèbres, riches. Et donc, c'est amusant de mettre en scène justement ce milieu très, très privilégié pour, en contraste ensuite, avoir le regard du commissaire qui est, lui, évidemment, très critique à l'égard de ces gens qui ont la vie facile et qui ne travaillent pas vraiment, ont une vie très, très oisive. Il y a un meurtre, on peut le dire ça quand même, Valentin Musso. Ah, ça, on peut le dire, oui, oui, on peut le dire. Il y a un On meurtre dans la grande tradition du policier classique, là. Dans la oui, clairement et on se dit: «Bon, bah, on va voir qui a commis». Puis forcément, comme ils sont tous dans cette maison, normalement, c'est forcément l'un des personnages qu'on connaît déjà, qui était déjà là.
Alors voilà, le pari, c'est ça. On doit pouvoir identifier le coupable, mais comme je l'ai dit, le bureau était complètement fermé de l'intérieur, donc personne n'a pu s'extraire de la pièce, mais en plus de ça, les 4 invités ont un alibi irréfutable. C'est-à-dire, ils Sinon, se c'est pas trouvaient au drôle. moment du meurtre à un endroit de la maison qui faisait qu'ils n'avaient pas la possibilité matérielle de le commettre. Et donc, alors ça, c'est très compliqué à écrire, parce que quand vous vous lancez comme ça dans une énigme en chambre close, vous devez minuter les événements à la seconde près. Il ne s'agit pas de partir en disant j'ai une vague idée en tête, donc j'avais mon petit tableau, j'avais mis les heures, 19h02, il se passe ça. Il faut savoir exactement où chaque personnage se trouve pour que la mécanique en fait fonctionne et qu'il n'y ait pas d'erreur à la fin qui serait ensuite pas rattrapable dans l'écriture. Alors, il y a des petits moments effectivement où on parle, je vais pas dire pourquoi, mais on parle beaucoup d'écriture aussi des écrivains, Oui. de ceux qui écrivent, de ceux qui croient écrire et de ceux, qui comme Flaubert, je vais retrouver la page, on est page 280, parlent, enfin avaient comme fantasme, finalement d'écrire un livre sur rien. Je dirais pas à quel moment, mais à un moment d'une conversation entre 2 personnages, elle dit: «J'aimerais faire appel à vos souvenirs pour savoir de quoi parle précisément». Elle donne un nom de livre. L'autre dit: «Un livre ne parle pas, mademoiselle, et peu importe son sujet. Vous savez que Flaubert avait pour projet d'écrire un livre sur rien, un livre qui ne tiendrait que par la force de son style, à tous ces romanciers qui passent plus de temps à pitcher leurs livres qu'à les écrire». Alors ça, c'est pas votre spécialité, Valentin Musso, mais pourquoi vous avez cité Flaubert à ce moment-là? C'est votre rêve aussi d'écrire un livre sur rien qu'avec le style ou pas du tout? Alors non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Alors moi, j'aime beaucoup Flaubert, c'est un de mes écrivains préférés. C'est vrai, il avait ce fantasme-là qu'à mon avis, il n'a pas du tout Mais c'est réalisé, parce que impossible. quand on prend Madame Bovary, quand on prend l'éducation sentimentale, quand on prend même Un cœur simple, sa plus célèbre nouvelle, il se passe vraiment quelque chose. Il y a quand même une psychologie des personnages qui font avancer l'action. Donc non, moi, c'est pas du tout mon rêve, mais là, c'était une petite critique, je pense, à ce moment-là du livre, peut-être sur... Alors, il y a une petite critique du monde de l'édition, mais il y a Ah peut-être bah aussi une oui. critique de certains auteurs qui pitchent beaucoup leurs livres, qui essaient beaucoup d'attirer le chaland. Mais voilà, mais je Mais pense après qu'il y a quand un vous vrai lisez travail d'écriture. ouais, après Oui, il combien y de a un temps vrai travail quand même d'écriture à faire, hein, quand on a même une bonne idée. Et ça, ce travail d'écriture, on le fait avec son éditeur. C'est-à-dire qu'on n'est quand même pas tout seul, on écrit une première version et ensuite l'éditeur, qui est un professionnel, va identifier les problèmes de rythme, les baisses de régime effectivement dans le style, parce qu'on a tendance parfois sur un roman de 400 pages à se relâcher un peu. Et donc, non, non, le travail sur le style est très important. ah bah là, c'est peu de le dire. À un autre moment, c'est Montaigne que vous faites parler, que vous citez, enfin que l'un de Mm. vos personnages cite. «Je suis moi-même la matière de mon livre», écrivait Montaigne. «Tout écrivain devrait suivre son exemple et ne parler que de ce qu'il connaît vraiment». Non, parce que vous, Oui, alors là, c'est on pas peut du tout pas un livre dire autobiographique, hein. voilà. Non, non, c'est pas. Moi, je suis pas très autofiction, mais c'est vrai malgré tout qu'un écrivain met de soi dans un peu chacun des personnages, hein. Ça, c'est un Oui. peu inévitable. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de références à tous les livres qui m'ont marqué dans ce roman. Je parle aussi de Dostoïevski, de Crime et Mmh. Châtiment. Je parle de Giono, Un roi sans divertissement. Alors, il y a en exergue une phrase de Giono sur le crime parfait Ouais. et sur l'idée que donc le criminel va vouloir, dans son crime, éprouver une sorte d'extase pendant une seconde dans sa vie. Et donc c'est tout le propos en fait d'un roi sans divertissement qui raconte l'histoire d'un homme très mystérieux qui va commettre des meurtres parce que sa vie n'a aucun sens et parce qu'il s'ennuie. Ce qui est quand même assez dramatique. Je recevais Valentin Museau la semaine dernière, Claude Cancès, qui est l'ancien patron de la PJ, la police judiciaire, qui a fait un pavé que je vous recommande sur les fameux flics du 36, où il raconte toutes les grandes histoires comme ça du 36 quai des Orfèvres, où il disait que 80% des crimes sont résolus, parfois des années après, mais 80% et malheureusement 20% des crimes non élucidés. L'avantage, c'est que normalement, dans un roman policier, on trouve toujours qui est l'assassin. Oui, on trouve toujours qui est l'assassin. C'est vrai, ces chiffres que vous donnez, je les avais cités dans mon précédent roman, Dans mon obscurité, qui parlait des cold cases et de Mm. cette section qui est très importante, qui a ouverte il y a environ 1 an et qui reprend toute une série de meurtres irrésolus. Et en général, on s'aperçoit que quand on met vraiment les moyens, on arrive parfois en quelques mois à résoudre une enquête. Alors l'an dernier, il y a une enquête qui a beaucoup fait parler d'elle, c'était le Grêlé, Oui. ce tueur en série qu'on n'avait absolument pas identifié, même si on se doutait que c'était peut-être un policier, un gendarme, un militaire. Et en lançant des milliers de convocations et de tests ADN, l'enquête a été résolue, je crois, en 3 mois.
Ce livre, on l'a dit, Valentin Musso, on y parle aussi beaucoup d'écriture, du rapport de l'écrivain avec la maison d'édition, mais aussi, vous le verrez à un moment donné, du rapport de l'écrivain avec ses lecteurs et avec des lecteurs qui peuvent être fans ou pas et qui peuvent, j'essaie de ne pas dévoiler. Bon, allez-vous, quel est votre rapport avec vos lecteurs, Valentin Musso? Ah non, alors moi, mon rapport avec les lecteurs, il est très bon, hein. Bon, je les vois souvent en salon, en signature, ils sont toujours bienveillants. Ce moment où on rencontre les lecteurs, c'est intéressant parce qu'on a un retour sur le livre. Oui. C'est-à-dire que souvent les lecteurs lisent le livre avant de venir vous le faire dédicacer. Alors ils vous posent beaucoup de questions, d'où est-ce que vous viennent les idées, comment vous avez trouvé tel passage dans le roman. Et donc ce moment, il est particulièrement précieux parce qu'il succède à une longue période où on reste quand même enfermé chez soi Mmh. pour écrire, parce que la vie d'écrivain n'est pas forcément très très glamour, hein. Vous êtes devant votre ordinateur toute la journée, donc c'est bien qu'il y ait aussi ces moments de respiration, ces moments d'oxygène dans le processus comme ça d'écriture et de la vie de l'écrivain. Bon, il y a d'autres, flics, à part notre commissaire, forestier, dont une femme, Marianne Delvaux, extrêmement brillante, c'est peu de le dire et puis nos 4 personnages là que vous allez, suivre, au fur et à mesure. Le mystère de la maison aux 3 hommes. Moi, je vous avoue que, la première partie du livre, Valentin Musso, ça donne envie d'y participer. J'en dirai pas plus, mais ça donne envie d'y participer. Oui, j'ai conçu le livre comme un jeu. Voilà. J'ai toujours cru que, en particulier dans le genre policier, le lecteur faisait quand même aussi une partie du travail, qu'il fallait le mettre à contribution, qu'il n'était pas passif, qu'il fallait Non, mais surtout lui en vrai donner quoi, dans la les réalité, indices nécessaires pour. Ouais, il fallait lui donner des indices pour qu'il puisse lui aussi essayer de participer à l'enquête. C'est ça aussi Mmh. l'intérêt. Clairement, Le mystère de la maison aux 3 hommes, Valentin Musso, c'est aux éditions du Seuil. Évidemment que c'est le livre parfait pour votre été, mais si vous allez faire comme moi, vous allez le recevoir avant et vous ne tiendrez pas jusqu'à l'été, et surtout une fois que vous l'aurez démarré, vous vous direz: «Oh là 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 là, oh my God» et à ce moment-là, vous réécouterez l'interview aussi, différemment. Il y a des salons, Valentin, où vous allez être là pour rencontrer vos lecteurs? Non, alors les salons, je les ai déjà en Vous avez partie tout fait? faits. J'ai été à Vannes, j'ai été à Nice, j'ai fait l'essentiel pour le moment. Les prochains salons sont à l'automne. Je serai notamment à Montsartou. Parce qu'après, là, je vais un peu. Alors, je prends des vacances quand même, C'est mais bien. je vais quand même pendant l'été commencer à réfléchir. Au prochain? Alors, pas réfléchir à une nouvelle histoire, parce que j'en ai des histoires, Ouais. mais réfléchir à la manière de les raconter, un peu réfléchir à la structure du livre, parce que ça, c'est une partie du travail qui est très, très importante avant l'écriture elle-même. Ah bah, ça c'est clair, surtout dans un livre comme celui-là. Merci beaucoup Valentin Musso, c'est peu de le dire que Merci on vous le à vous. recommande. Le mystère de la maison aux 3 hommes, c'est aux éditions du Seuil. À bientôt Valentin et écrivez bien, hein, je veux le prochain moi. Merci beaucoup, Sandrine. À bientôt. À bientôt, au revoir. 11h28 sur RCG, on va marquer une pause musicale et on va se retrouver juste après avec un autre grand écrivain. On se fait plaisir ce matin, ça, on le mérite. C'est Laurent Sexy qui sera avec nous pour nous parler de cette soirée du 26 juin où il va lire Le Monde d'hier d'après l'œuvre phare de Stefan Zweig et c'est dans le cadre du Festival des cultures juives. À tout de suite. Rock and Roll, extrait de l'album Alors regarde de Patrick Borel, il y a donc 30 ans. Laurent Sexic, bonjour. Bonjour. Merci Laurent d'être avec nous ce matin. Toujours un bonheur d'avoir Laurent Sexic, ancien animateur de RCJ. Oui, avant de dire que tu es le brillant écrivain, le brillant médecin, pour moi c'est d'abord l'ancien animateur de RCJ. Même le jour où il aura le Goncourt, c'est ce que je dirais. Laurent, on est ravis de t'avoir en ligne avec nous pour parler de cette lecture qui va se faire le mercredi 26 juin dans le cadre du Festival des cultures juives, Le Monde d'hier, d'après l'œuvre phare de Stefan Zweig. On avait prévu ce rendez-vous il y a 3-4 jours. Laurent, donc déjà dans un monde d'hier finalement, si je puis me permettre. C'est-à-dire que ça va être encore plus urgent d'écouter Zweig. Oui, ça va être. Enfin, c'est pas toujours une urgence, mais en tout cas, c'est toujours nécessaire d'écouter la voix de Stefan Zweig. Là, c'est vrai que sans faire de comparaison abusive et sans sombrer dans la peur, justement, c'était les paroles de Bruel dans la chanson précédente. Au contraire, mais dans la combativité, dans l'espérance, il y a urgence à
écouter, réfléchir, partager sur ce livre, cette œuvre phare qu'est Le Monde d'hier, cette œuvre qui est à la fois le testament littéraire de Stefan Zweig et aussi un splendide livre d'histoire qui nous apprend comment on en est arrivé à des extrêmes. Et donc, en effet, il est bon de le réécouter parce que ces mots résonnent et frappent à nos oreilles avec une tonalité peut-être encore un peu différente. Avec ce sous-titre du livre de Stefan Zweig, Le monde d'hier, souvenir d'un Européen. Il y a plein de jeunes qui nous écoutent, qui sont peut-être en train de préparer le bac français ou le brevet ou autre chose. Stefan Zweig, comment on leur explique à quel point ce livre est important et comment vous leur résumeriez ce livre? Ah oui, pas facile de résumer un livre de 500 pages, mais qui se lit de façon extrêmement limpide, qui se lit de façon extrêmement facile. Comment le résumer? C'est à la fois l'histoire d'un homme qui est un des plus grands artistes du XXe siècle, l'histoire du monde, parce que cet homme était un voyageur qui arpentait inlassablement tous les continents, l'histoire de la littérature, parce que cet homme a rencontré tout ce qui se fait de mieux, indépendamment du fait qu'il a imprimé sa patte sur la littérature, et l'histoire d'un juif. Donc c'est tout à la fois... Ça fait beaucoup de choses. Oui, parce que pour moi, c'est un des plus grands livres qui ait jamais été écrit. C'est un des livres les mieux écrits. C'est un témoignage, c'est le seul livre où Stefan Zweig dit je, mais c'est un livre, moi je l'avais découvert à 20 ans quand j'étais étudiant en médecine. C'est lui qui a déterminé ma carrière littéraire, puisque vous vous rappelez que je suis médecin. C'est lui qui m'a indiqué le chemin. Alors Zweig, ça veut dire et c'est lui qui. C'est un livre marquant. On n'est pas pareil après l'avoir lu. Il y a peu de livres comme celui-là. On n'est pas pareil après l'avoir lu. On a une pensée du monde. Il nous offre une pensée du monde qui n'est pas la pensée pessimiste à laquelle on peut songer lorsqu'on connaît son geste ultime. Cela se finit sur une note d'espoir et c'est en quelque sorte la somme d'un monde européen et ce que peut un écrivain avec la sensibilité et l'intelligence de Stefan Zweig faire et dire de ce monde, exprimer le monde d'hier tout en le vivant. C'est ça qui est tout à fait extraordinaire. C'est un livre qui a été écrit en exil de façon extrêmement rapide aux États-Unis, peu avant que l'auteur parte au Brésil. Et c'est un livre qui nous dit le monde. Et donc, livre d'histoire, livre sentimental, et qui donne la trace écrite d'un destin juif. Alors, Laurence Exig, je rappelle à nos auditeurs, le livre, le best-seller que vous aviez écrit, c'était en 2010, Les derniers jours de Stefan Zweig, chez Flammarion, ce qui a permis même pour le New York Times carrément de dire, ils ont bien eu raison, que vous avez été l'un des artisans du renouveau d'intérêt pour Stefan Zweig en Europe. Vous aviez fait également la série Une enfance d'écrivain sur France Inter autour de Zweig. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui encore, en 2024, et j'ai envie de dire surtout le 10 juin 2024, Laurence Exig, Zweig nous parle, vous parle autant? Moi, il m'a toujours parlé, et je pense qu'il a toujours parlé à ses lecteurs. Ce qu'il faut, c'est maintenant Mais est-ce qu'il vous parle différemment? Est-ce qu'il vous parle différemment suivant le moment où vous l'aviez découvert il y a 20 ans et aujourd'hui? Alors, évidemment qu'il y a un côté prophétique dans ses écrits. Il annonce la catastrophe, il annonce la Shoah sans en parler parce qu'évidemment, Zweig a mis un terme à ses jours en février 1942, mais il annonce tout le processus qui a conduit à la Shoah de façon différente que La destruction des Juifs d'Europe, cet autre livre majeur sur la Shoah. Il l'annonce parce qu'il se met à hauteur d'homme. Et lorsque l'on va l'entendre, donc en effet, à ce théâtre des Enfants du Paradis le 26 juin, comme moi j'avais monté cette adaptation théâtrale pour le théâtre de Maturin, et on avait joué pendant 400 fois avec Jérôme Kircher, et il y avait une émotion dans la salle, c'était il y a 5 ans. Là, en effet, on pourrait revenir, mais
ferait des heures sur les événements actuels, que ce soit en Israël ou que ce soit en France. Il y a un accent. Encore une fois, il faut pas comparer, ce qui n'est pas comparable. Mais il y a un accent de tragédie. Il y a un accent de drame. Et comprendre comment un homme, avec l'intelligence et la plume de Zweig et sa sensibilité, l'a vécu et nous l'explique, eh bien, cela permet d'y voir plus clair. Alors, Et donc, oui. Non, allez-y, Laurent. Et donc c'est un homme qu'il faut qu'on entend en permanence, mais c'est pas que il y a cet amour pour l'être du inconnu, pour le joueur d'échecs ou pour les grandes biographies, Marie-Antoinette. Le Monde d'hier, moi j'avais découvert ça par ce Monde d'hier. C'est encore autre chose. C'est un livre gigantesque qui nous marque et qui est le livre de chevet de beaucoup d'entre nous et dans lequel on se replonge en permanence. Et le fait de lire ce texte, pour moi, c'est une émotion immense et cela a une valeur. Alors, c'est pas le Talmud, bien entendu, mais cela a une valeur de réflexion, de se plonger dans ces mots pour éclairer le monde. Alors, c'est donc le 26 juin, lecture par Laurent Sexic, illustration musicale au violon par Charles Rapoport, échange avec le public également. Racontez-nous comment se passe la soirée, vous qui l'avez déjà vécu, Laurent, donc 400 fois. Alors c'était Jérôme Kircher à l'époque qui est un comédien. Moi, je suis romancier. Vous l'avez dit sur France Inter, je lisais des textes de grands auteurs et l'intention de relire vient aussi d'ici. Cela va être alors il y a cette illustration par rapport au Maturin du violon de Charles Rapoport qui va illustrer les passages de Zweig que je vais lire, les passages du Monde d'hier, et il y a à la fin, il y aura un partage avec le public pour partager sur ce que dit le Monde d'hier et ce que dit Zweig et cette passion que partage autant le public qui viendra que moi sur scène. 26 juin, oui. Voilà, j'avais juste envie de en goût en lisant quelques lignes de cette. Alors c'est comme ça que commence le Monde d'hier et sa préface. Je n'ai jamais attaché à ma personne assez d'importance pour être tenté de raconter aux autres l'histoire de ma vie. Il a fallu qu'il se passe beaucoup de choses, une somme d'événements, de catastrophes et d'épreuves, telles que rarement génération d'hommes en aura vécu de pareilles, pour que j'aie le courage de commencer une histoire qui eut pour personnage principal, ou plus exactement pour centre, ma propre personne. Rien n'est plus éloigné de mon dessein que de me mettre ainsi en évidence, sinon en qualité de commentateur du film qui se déroule, et ce n'est pas tant mon destin que je raconterai ici, que celui de toute une génération, notre génération singulière, chargée de destinées comme peu d'autres l'ont été au cours de l'histoire, bouleversée par les soubresauts volcaniques qui ont presque sans relâche agité notre terre européenne. Et moi, confondu dans la multitude, je ne me reconnais que ce seul privilège, en ma qualité d'Autrichien, de Juif, d'écrivain, d'humaniste et de pacifiste. Je me suis toujours trouvé présent là où ces secousses sismiques se produisaient avec le plus de violence. Par 3 fois, elles ont bouleversé mon foyer et mon existence. Elles m'ont détaché de tout mon passé et précipité dans le vide. Mais je ne me plains pas. Le sans-patrie, en un sens, se trouve libéré. Et celui qui n'a plus d'attache n'a plus d'égard à avoir pour rien. Magnifique. Magnifique. On a écouté très, très attentivement, Laurent, et ce sera le cas également le 26 juin à 19h au théâtre Les Enfants du Paradis. C'est dans le cadre du Festival des Cultures Juives organisé par le Fonds social juif unifié, 19e Festival des Cultures Juives. On réserve absolument sur festivaldesculturesjuives.org, festivaldesculturesjuives.org, 26 juin, Laurent Sexic, lecture du Monde d'hier de Stéphane Zweig au théâtre Les Enfants du Paradis. Encore une question, Laurent. Est-ce qu'il y a un nouveau livre en préparation? Est-ce que vous écrivez depuis le 7 octobre? On sait que certains écrivains ont beaucoup écrit. On sait que d'autres n'arrivent pas à écrire, que d'autres se remettent peu à peu à écrire. Où vous en êtes, vous?
moi, j'ai continué en tentant de me nourrir de ce drame. Enfin, parce que c'est ma manière c'est la manière d'exister d'un romancier. Je ne parle pas évidemment du lendemain, je ne parle pas des quelques semaines qui ont suivi, mais très vite je me suis remis au travail pour essayer de comprendre par les mots. Alors moi je mets beaucoup de temps à écrire et beaucoup de temps donc c'est quelque chose, c'est un édifice qui se construit. Mais oui, j'ai continué, je continue, je finis mon prochain roman. Qui sortira septembre, janvier, En janvier, oui. janvier. Oui, puisque septembre, on a déjà reçu quasiment tous les livres de septembre. Les éditeurs s'en foutent, je vous le dis, mais vous le savez Non, je vous aussi l'ai dit, bien que moi. je prends beaucoup de temps. Moi, il me faut 3 ans pour écrire un roman. Ouais, bah, vous avez bien raison. Vous, comme Karine Thuil, il faut généralement 2 ans, 3 ans, mais ça vaut le coup d'attendre. Merci beaucoup, Laurent Sexic. Laurent, rendez-vous donc le Merci à vous. 26 juin, 19h, Le Monde d'hier, d'après l'œuvre de Stefan Zweig, lecture par Laurent Sexic, illustration musicale au violon par Charles Rapoport. Dépêchez-vous de prendre vos places, il n'y en aura pas pour tout le monde. Au Théâtre des Enfants du Paradis, 34 rue Richer, à Paris, dans le 9e. Et les locations, c'est sur festivaldesculturesjuives.org. Merci beaucoup, Laurent. À bientôt. Un grand merci, Samuel. Au revoir.